Bonjour à toutes et à tous. On oublie trop souvent, en matière d'art, de parler de ce rôle primordial joué par les modèles et les muses dont la physionomie a été immortalisée dans des chefs-d'œuvre connus de tous. Loués par les artistes et les écrivains depuis Homère, les muses, qui tirent leur nom des 9 filles de Zeus et Mnémosyne, la mémoire dans la mythologie grecque, sont assimilées à ces individus au contact desquels les artistes puisent une inspiration intense leur permettant de donner naissance à des chefs-d'œuvre connus de tous. Certains artistes, qui formaient avec leurs muses un véritable tandem, n'hésitez pas à reconnaître que sans leur présence à leur côté, leur art ne serait rien, car elles permettent de faire naître en eux le désir de créer si fondamental. Souvent, il s'agissait de compagnons, de sœurs, d'amantes adulées ou haïes, parfois de courtisanes à l'histoire mystérieuse. D'autres fois, il pouvait s'agir d'un frère, d'un fils ou d'une fille, mais tous ont en commun de demeurer aujourd'hui des objets de fascination pour un public qui ne connaît d'eux que leur visage. Nous vous proposons de plonger enfin dans la passionnante histoire de ces modèles qui se trouvent à la fois dans l'ombre et la lumière. Je vous présenterai donc quelques-uns de ces modèles les plus hors normes, ceux qui, dans l'existence qu'ils menaient, ou les relations qu'ils entretenaient avec l'artiste, n'ont pas hésité à aller à l'encontre des conventions sociales de leur époque et à scandaliser leurs contemporains. La première de ces sulfureux modèles dont nous allons parler nous semble aujourd'hui correspondre en tout point à la définition de la muse. Pourtant, à l'époque où elle a vécu, il aurait été inconcevable de la qualifier d'un tel titre. Pour les Grecs anciens, ces puristes des muses qu'ils vénéraient, ce mot désignait uniquement des déesses supérieures et désincarnées, et ça aurait été un outrage de les identifier à une reine. Alors imaginez une femme telle que Phryné, la courtisane grecque. De la Grèce antique, nous connaissons aujourd'hui surtout les superbes sculptures de marbre qui ont figé la beauté dans une posture immortelle. Pourtant, aussi lointaine qu'elle puisse nous paraître, celle-ci était l'œuvre d'artistes animés, tout comme nous, de passions et de relations tumultueuses, et le sculpteur Praxitèle, l'un des plus célèbres d'entre eux, n'échappe pas à la règle. Il est l'auteur de nombreuses sculptures telles que l'Apollon sur Auctone ou encore la Diane de Gaby, aujourd'hui conservée au musée du Louvre. Néanmoins, son chef-d'œuvre absolu reste l'Aphrodite de Cnide, qui lui fut inspirée par les traits d'une femme à la réputation sulfureuse, une certaine Étaïre, nom donné aux prostituées de luxe, du nom de Phryné. Cette statue, qui fut la première de l'Antiquité grecque à représenter une femme entièrement nue, témoigne de la liaison libérée qui unissait le sculpteur et la courtisane dont elle aurait été le modèle, tout comme celui de la Vénus d'Arles retrouvée en 1651. La célèbre courtisane était connue pour la grande intelligence dont elle faisait preuve dans ses relations avec les hommes, comme le montre le fait qu'elle a réussi à obtenir du sculpteur son Héros de Thespis en se jouant de lui. Dans la société grecque, les courtisanes telles que Phryné ou encore Aspasie, l'amante de Périclès, étaient les seules femmes qui, par leur beauté et leur intelligence, pouvaient espérer s'élever au-delà d'une condition sociale d'éternel miller et acquérir une certaine liberté. Malgré leur réputation sulfureuse, elles étaient très respectées des hommes les plus éminents de la société aristocratique athénienne et des artistes. Phryné était ainsi réputée pour les prix exorbitants qu'elle pratiquait et pour avoir inspiré de nombreux artistes de sa génération, outre Praxitèle, même s'il reste son amant le plus connu. Son statut et la fortune dont elle disposait lui permettaient de jouir d'un certain pouvoir à Athènes, comme l'illustre le fait qu'elle aurait offert de reconstruire les murailles de Thèbes, détruites par Alexandre le Grand, à condition d'y graver une inscription en son honneur. Elle était également l'organisatrice d'une confrérie religieuse vouée au culte d'un dieu Drace et fut à ce titre traduite en justice par un de ses anciens amants, au motif d'honorer des dieux étrangers et de corrompre la jeunesse. Son avocat, l'un de ses amants, sentant sa cause perdue, la sauva grâce à une ruse restée dans l'histoire. Il arracha en effet sa tunique afin de dévoiler sa poitrine au jury, qui, séduit, la porta en triomphe au temple d'Aphrodite. Il est facile de voir le parallèle avec un autre grand procès de l'époque helléniste, celui du célèbre philosophe Socrate, qui lui n'eut pas la chance de pouvoir se sauver par sa beauté, puisqu'il était dit très laid, et fut condamné à mort pour le même motif. Néanmoins, la gloire de Phryné ne se limite pas au fait qu'elle aurait prêté ses traits pour représenter la déesse de l'amour. En effet, celle-ci fut également redécouverte au XIXe siècle et adulée par de nombreux artistes de cette époque. Parmi eux, on peut citer le poète Charles Baudelaire, qui l'évoqua dans ses sulfureux poèmes Lesbos et la beauté, le compositeur Camille Saint-Saëns, qui lui dédia un opéra, le peintre Jean-Léon Gérôme, le sculpteur James Pradier ou encore le poète autrichien Rainer Maria Rilke. Ainsi, Praxitèle fit-il de la sulfureuse Phryné une beauté immortelle pour des générations d'artistes. Pourtant, la beauté n'est pas l'apanage des femmes, et même si les exemples sont moins nombreux,
et que le nom de muse est associé au féminin dans l'imagerie populaire, certains artistes semblent bel et bien avoir puisé leur inspiration créatrice d'un homme idéalisé et fantasmé avec lequel ils entretenaient une relation amoureuse, désavouée par les normes sociales de leur époque. Et plus étonnant encore, c'était le cas du célèbre Théodore Guéricault et d'un de ses jeunes étudiants, du nom de Louis Alexis Jamard. Vous connaissez sans doute le radeau de la Méduse, ce célèbre tableau de Guéricault présenté au Louvre en 1819. En réalité, ce n'est pas seulement le spectaculaire sujet du tableau en lui-même, mais également les anecdotes qui l'entourent qui sont intéressantes. Pour représenter les personnages livrés à eux-mêmes, Guéricault a effectué plusieurs visites à l'hôpital Cochin afin de capter la texture de la peau des cadavres et des mourants, mais il a également fait poser plusieurs de ses amis et de ses connaissances, parmi lesquels le plus célèbre est le peintre Eugène Delacroix. On peut l'apercevoir au premier plan gisant sur le ventre. Néanmoins, un autre détail de la peinture révèle une histoire bien sulfureuse. Il s'agit de cet homme d'âge mûr qui enlace le corps d'un beau jeune homme. Le modèle qui aurait posé pour représenter le jeune homme serait Louis-Alexis Jamard, le jeune apprenti de Guéricault, avec qui il entretenait vraisemblablement une relation qui allait au-delà de la simple relation maître-élève. Plusieurs biographies du peintre parlèrent de l'homosexualité supposée de Guéricault, à une époque où ces tendances étaient encore mal vues et poussaient les homosexuels à vivre dans le secret. Nombre de jeunes hommes auraient été comptés parmi ses amants, notamment Jamard, pour lequel il aurait éprouvé de forts sentiments, et peut-être même une relation suivie. Dans une première ébauche de la toile, la posture entre les deux personnages était bien plus ambiguë, mais Guéricault y aurait finalement renoncé, sans doute par peur du scandale. Il arrivait aussi que les relations que les artistes entretenaient avec leurs modèles scandalisent leurs contemporains de par le caractère illégitime de leur union ou par des origines sociales que tout oppose. C'est notamment le cas de la mystérieuse Kéomi Gray, la muse brune de Frédéric Sandys. Ce peintre pré-raphaélite s'est fait connaître par ses portraits de femmes dont la beauté est inspirée des figures féminines des légendes et des épopées d'antan. Il compta plusieurs muses à son actif, dont les deux principales furent l'actrice rousse Mary Emma Jones, aussi connue sous le nom de Miss Clive, qui lui donna 10 enfants, et sa précédente amante, la mystérieuse Kéomi Gray, qu'on peut ici apercevoir sur un tableau de son ami, puis rival, également pré-raphaélite, Dante Gabriel Rossetti. L'histoire raconte que Sandys aurait rencontré par hasard cette jeune gitane, qui vivait alors dans un camp de Romanichel, et qu'ils seraient par la suite devenus amants. Le plus étonnant encore est que Sandys assumait totalement cette relation, n'hésitant pas à se montrer avec Kéomi comme un couple, alors qu'il était encore officiellement marié à son ancienne épouse, Georgiana Creed, de laquelle il était séparé mais n'a jamais divorcé. Néanmoins, cette union illicite n'en restait pas moins légitime aux yeux de ses amis, et on peut reconnaître les traits de Kéomi dans plusieurs des toiles les plus célèbres de Sandys, qui avait pour habitude de représenter toutes ses conquêtes dans ses œuvres. Plus tard, Kéomi, qui a tout de même donné 4 enfants au peintre, finit par épouser un marchand de chevaux. Les pré-raphaélites sont reconnaissables à leur fascination pour l'univers médiéval et leurs tableaux colorés empreints d'une certaine mélancolie, mais également à leur représentation idéalisée de femmes éthérées et majestueuses, censées rappeler les héroïnes du Moyen-Âge. Peut-être encore davantage que Kéomi Gray, Elisabeth Siddal, la muse maudite, apparaît ainsi comme une figure emblématique de ce mouvement artistique. Elle fut représentée sous le pinceau de Dante Gabriel Rossetti, ami de Frédéric Sandys, jusqu'à ce qu'il rompe tout contact avec ce dernier, le jugeant comme un copieur. Pourtant, Rossetti n'inspira pas seulement Sandys en matière d'art, mais aussi en matière de femmes, car tous deux partageaient une passion pour les relations avec des femmes charismatiques et libres. Elisabeth Siddal fut ainsi la principale muse de Rossetti, mais inspira également d'autres peintres pré-raphaélites. Si vous n'avez jamais entendu son nom, vous reconnaîtrez ses traits dans la célèbre Ophélie de Millet, pour lequel elle posa pendant des heures dans une baignoire, ce qui lui valut à la suite d'un incident une grave pneumonie dont elle ne se remit jamais totalement. Célébrée par les pré-raphaélites pour sa physionomie atypique et envoûtante, ainsi que ses longs cheveux roux, celle-ci était elle-même l'auteur de nombreux poèmes. Elle devint l'amante de Rossetti, puis sa femme en 1860, et tous deux formèrent un couple romantique et extravagant, enfermés dans un monde imaginaire, peuplé de rêves et de légendes médiévales, et tous deux enclins à la dépression et à la dépendance aux drogues. Après 2 fausses couches, la jeune femme développa une dépendance au laudanum qui prit une tournure tragique, un soir de 1862, où Rossetti la trouva inconsciente dans son lit des suites d'une overdose et fut incapable de la réanimer. L'existence maudite et la mort légendaire de celle-ci, que de nombreux historiens supposent être un suicide, inspirèrent de nombreux écrivains et artistes. Son corps fut secrètement exhumé sur l'insistance de Rossetti, plusieurs mois après sa mise en terre, qui souhaitait récupérer un recueil de poèmes qu'il avait glissé dans son cercueil.
La fascination autour de Sidal fut renforcée par la rumeur selon laquelle son corps serait resté intact et ses cheveux auraient continué de pousser après sa mort. L'écrivain Bram Stoker se serait inspiré de cette histoire pour créer le personnage de Lucy Westenra, transformée en vampire par le comte Dracula. La tragique mort de Sidal et le désespoir qu'il en éprouva valurent à Rossetti le tableau considéré aujourd'hui comme l'apothéose de son art, le célèbre et mystique Beata Beatrix, achevé en 1872. L'addiction aux drogues, une mort spectaculaire et prématurée, ainsi qu'une personnalité envoûtante qui a donné lieu à des chefs-d'œuvre poignants, sont quelques-uns des nombreux points communs que partagent Elisabeth Sidal et Dany Juel, la scandaleuse norvégienne. Néanmoins, cette dernière y ajoutait une vie de débauche tellement revendiquée qu'elle se place sans doute comme championne toute catégorie des muses les plus sulfureuses. Si le nom de Dany Juel ne vous dit sûrement rien, en revanche, vous connaissez certainement certains des chefs-d'œuvre du peintre expressionniste Edvard Munch, comme Le Vampire, La Madone ou encore Jalousie. Eh bien, ces trois toiles ont en commun d'avoir été inspirées par la même femme, une certaine écrivaine appelée Dany Juel, avec laquelle il eut une liaison charnelle et dont il fut probablement amoureux. Comme l'illustre le symbolisme de sa toile Le Vampire, où se mêlent des pulsions contradictoires comme mort et érotisme, amour et cruauté, douleur et tendresse, Dany Juel est présentée par ses contemporains comme une femme vampirique, scandaleuse, connue pour sa vie de bohème, ses penchants débauchés et son addiction à l'absinthe. Sa beauté, son rire extravagant et sa cruauté étaient réputés pour rendre les hommes fous, et elle compta, outre Munch, de nombreux artistes parmi ses amants. Elle eut ainsi une liaison avec l'écrivain August Strindberg, qui la surnomma Aspasie, du nom de la célèbre courtisane grecque amante de Périclès. Néanmoins, l'amour que lui porta Munch paraissait être à sens unique, puisque le grand amour de Dany fut l'écrivain Stanisław Przybyszewski, qui quitta pour elle sa première femme et ses deux enfants. Tous deux vécurent une liaison passionnée et décadente, explorant le satanisme et ayant ensemble deux enfants, bien que Przybyszewski eut tout de même un troisième enfant avec sa première femme. Jusqu'à la fin de sa vie, l'existence de Dany Juel fut marquée par la mort et le scandale. Ce fut tout d'abord la première épouse de son mari qui s'empoisonna au monoxyde de carbone, mais tout comme elle, Dany trouva une mort prématurée quelques années plus tard. Alors que les deux époux entretenaient chacun de leur côté un certain nombre de liaisons adultères, Przybyszewski complota probablement en secret son meurtre avec le jeune amant de Dany. En 1901, la vie flamboyante et tapageuse de la muse de Munch prit brutalement fin dans un sordide assassinat perpétré par son amant dans une chambre d'hôtel de Tiflis, qui lui tira une balle dans la tête sous les yeux de son fils de 5 ans. Tout semble opposer la vie décadente et tumultueuse de Dany Juel de l'existence tranquille et sage menée par Louise Catherine Breslau et Madeleine Silhart. Pourtant, ironiquement, aux yeux de leur époque, ces deux-là méritaient autant, voire davantage, l'opprobre public que leurs consoeurs norvégiennes. Rares sont les femmes peintres à être parvenues à se faire un nom au XIXe siècle dans un milieu alors largement dominé par leurs homologues masculins. La peintre d'origine allemande Louise Catherine Breslau fut la seule femme de la prestigieuse Académie Julian, pourtant l'unique école d'art parisienne à accepter les femmes à cette époque, à faire ses débuts au Salon de Paris en 1879. Pourtant, elle ne se contenta pas de casser les codes des milieux artistiques de l'époque. En effet, celle-ci partagea pendant plus de 40 ans la vie de Madeleine Silhart, une jeune femme peintre rencontrée à l'Académie Julian en 1884, alors qu'elle lui demandait de faire son portrait, et qui fut sa principale muse. Les deux femmes emménagèrent ensemble dans une maison en banlieue parisienne en 1902. Après la mort de Louise Catherine Breslau en 1927, Madeleine hérita de la plupart du domaine et des œuvres de sa défunte compagne. L'union créatrice de Breslau et Silhart rappelle ainsi le mythe de la célèbre poétesse grecque Sappho, qui, sur l'île de Lesbos ayant d'ailleurs donné son nom au lesbianisme, enseignait et puisait son inspiration poétique de ses relations romantiques avec d'autres jeunes femmes habitantes de l'île. Il est frappant de constater que le plus souvent, la maternité faisait mauvais ménage avec l'existence de ces muses inspirantes connues pour avoir scandalisé leur époque. En réalité, et c'est en tout cas la thèse défendue par certains philosophes, le désir de création artistique, élan de vie extrêmement puissant, est capable d'entièrement remplacer, chez ceux qui l'expérimentent, l'instinct de reproduction primaire propre à une majorité d'individus à un moment donné de leur vie. Ce qui réactive d'ailleurs le débat sur le rapport de force entre nature et culture. Cette analyse semble en tout cas s'appliquer à merveille à la très célèbre Gala Dei. Plus besoin de présenter le génie surréaliste de l'espagnol Salvador Dalí.
Pourtant, il est certain que son œuvre n'aurait pas possédé la même puissance sans la présence à ses côtés de sa muse et sa compagne Gala, une migrante russe qui fut tout d'abord l'épouse du poète Paul Éluard, subjuguée par sa liberté d'esprit et son intelligence. Celle-ci a marqué les milieux avant-gardistes du début du XXe siècle par la liberté qu'elle affichait, puisqu'elle n'hésitait pas à aller à l'encontre des conventions sociales de son temps. Mère d'une petite Cécile née de son union avec le poète, elle rejeta son enfant, détestant la maternité. Par la suite, elle n'hésita pas à rompre avec lui pour vivre son histoire avec l'homme de sa vie, Salvador Dali, de 10 ans son cadet, qui confessa avoir tout appris d'elle. Dotée d'une vie sexuelle débridée, Gala a eu de nombreuses aventures tout au long de sa vie conjugale avec Dali, acceptée et même encouragée par celui-ci, et ce, même avec son ex-mari Paul Éluard. Elle avait un goût prononcé pour les jeunes artistes, qu'elle dotait de nombreux cadeaux lorsqu'ils acceptaient d'avoir une aventure avec elle alors qu'elle était plus âgée. Ainsi, à la fin de sa vie, elle entretint une liaison avec le chanteur de heavy metal Jeff Van Holt, connu pour son rôle dans la comédie musicale Jésus-Christ Superstar. Néanmoins, Salvador Dali resta bel et bien le grand amour de sa vie. Il est certain que sans les modèles dont nous venons de parler et l'existence libre, allant à l'encontre des conventions sociales de leur époque qu'ils ont menées, nos musées seraient amputés de quelques-uns de leurs chefs-d'œuvre les plus captivants. On le sait tous, la définition de ce qui est moral et socialement acceptable change d'une époque à une autre, et on peut se dire que l'art n'est pas étranger à ces évolutions. Finalement, si ces modèles ont tant inspiré certains artistes géniaux, ce n'est sans doute pas seulement parce que leur relation avec eux ou leur choix de vie ont pu paraître immoraux ou scandaleux aux yeux de leurs contemporains, mais probablement plutôt parce qu'ils apparaissent comme des êtres profondément libres. Dans ce sens, ne se rapproche-t-il pas au plus près de ce qu'on pourrait attendre de l'art comme une expression absolue de la liberté d'être et de créer ? L'art n'a jamais prétendu être particulièrement sage ni moral, et c'est sans doute pour ça qu'il nous fascine tant depuis des siècles.